Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Décideurs du Net. Nicolas James sera comme d'habitude à mes côtés tout au long de cette émission. Je vous rappelle qu'elle est en direct sur le site de Décideur TV, du Journal du Net, mais aussi sur Offre Média. Vous pouvez donc poser toutes vos questions à notre invité tout au long de cette émission. Alors justement, notre invité, qui est-il aujourd'hui ? Après des études à Polytechnique et à Télécom Paris Tech, il occupe différents postes et fonctions au sein de plusieurs ministères. En 1999, il devient chargé de mission au sein du secrétariat général de la Défense nationale. Il intègre ensuite en 2003 le ministère de l'Industrie en tant que chef de bureau des études économiques. Depuis 2005, il est directeur général de l'AFNIC, le Centre national de gestion des noms de domaine. J'ai nommé Mathieu Veil. Bonjour Mathieu et merci d'être ici. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez rappeler aux internautes ce qu'est l'AFNIC ? Alors l'AFNIC, c'est une organisation qui est une association de loi 1901 qui emploie 80 personnes et dont la mission principale depuis sa création tourne autour des noms de domaine, ces fameuses adresses sur Internet. Nous sommes l'office d'enregistrement, c'est-à-dire que nous gérons la base de données centrale qui indique tous les noms de domaine en .fr. Nous en gérons d'autres qui correspondent aux territoires ultramarins comme le .re pour la Réunion. Et nous sommes également l'opérateur technique qui accompagne des gens comme la Ville de Paris ou des entreprises françaises dans le lancement de nouveaux domaines comme le .Paris ou demain le .SNCF par exemple. Très bien, alors on a déjà de très nombreuses questions des internautes. Léa et Arnaud demandent qu'est-ce qu'un bon nom de domaine ? Alors un bon nom de domaine, c'est un nom de domaine qui fait sens. Qui fait sens par rapport à ce qu'on veut passer comme message. Quand on est une entreprise, il faut que le nom de domaine envoie très clairement le message de ce que fait l'entreprise, de qui elle est, de quelle est son identité. Quand on est un particulier, évidemment, un bon nom de domaine, il va parler de notre identité en tant que particulier, que ce soit notre nom patronymique ou notre pseudonyme. Quand on veut parler de la société civile et qu'on parle d'une cause, par exemple, un bon nom de domaine, ce sera un nom de domaine qui résumera très facilement la cause pour qu'on puisse s'en souvenir. À une époque, au moment de choisir le nom de domaine, on réfléchissait aussi pas mal en termes de problématiques de référencement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Est-ce qu'il y a toujours autant de liens entre nom de domaine et référencement Google ? Il y a énormément de liens entre les deux, des liens dans les deux sens d'ailleurs. Google prend en compte la pertinence du nom de domaine dans les résultats de ses recherches, ce n'est pas son seul facteur. Et réciproquement, le fait que Google le prenne en compte influe sur les demandes pour le nom de domaine. Donc, le référencement dans les moteurs de recherche est un facteur, mais le principal facteur pour le nom de domaine, c'est qu'il faut que ce soit mnémotechnique pour qu'on puisse le retenir quand on le voit sur une affiche publicitaire, par exemple, ou sur une carte de visite. Alors, comment se situe le .fr par rapport aux autres extensions ? Alors, le .fr, aujourd'hui, il y a un peu plus de 2 700 000 noms de domaine en .fr. C'est, je dirais, dans le top 5 européen. On a une croissance qui est plus dynamique que le reste du marché. Depuis plusieurs années maintenant, on est nettement au-dessus. Toujours aussi on est dans les plus importants en Europe, mais aussi dans les plus fortes croissances. Alors, on l'explique en fait c'est paradoxal, presque paradoxal, mais par la dynamique en France et notamment autour de la création d'entreprises. Il y a eu énormément de dynamique autour de la création d'entreprises et on voit une forte corrélation entre les créations d'entreprises et les créations de nouveaux noms de domaine. En France, il y a beaucoup d'activités. On oublie parfois de le dire, et je crois que le .fr en bénéficie et en est le reflet. Quel est l'intérêt d'une entreprise qui se crée à poser un nom de domaine en .fr plutôt qu'en .com ? Alors, son intérêt, il est de clarifier dès le départ que ce site internet, il va s'adresser à un public français, entre autres, pas seulement d'ailleurs, et en français. Et on voit dans les sondages que nous faisons que l'internaute qui voit un site en .fr, pour 80% d'entre eux, ça inspire plus confiance. Donc l'intérêt, il est là. Ce n'est pas exclusif, on peut enregistrer les deux, mais l'intérêt du .fr, il est de marquer clairement son appartenance à une communauté et en quel langage on va s'adresser. Du coup, c'est ce facteur qui explique, selon vous, qu'en 2013, justement, la croissance du .com a été bien moins importante que celle du .fr, ou il y a d'autres facteurs ? Il y a pas mal de facteurs macro aussi au niveau mondial. Il y a un certain ralentissement du marché des noms de domaine. C'est un marché qui est mûr maintenant. On parle des noms de domaine depuis l'explosion de la bulle de la fin des années 90, qu'on a d'ailleurs appelé la bulle.com. Donc maintenant c'est un marché mûr qui est plutôt en ralentissement. Et le .fr fait figure
justement de locomotive un peu dynamique par rapport à des concurrents internationaux qui sont plutôt plus ralentis que nous. Et le point FR est loin derrière le point DE pour l'Allemagne. Comment est-ce que vous expliquez ça? Alors ça, c'est vraiment un effet de l'histoire. Le point DE a été très très ouvert dès le départ, justement au moment de la bulle, fin des années 90. Et donc, alors que le point FR à l'époque avait une politique qui était conservatrice, c'est-à-dire qu'on faisait des vérifications avant l'enregistrement. Et donc on a pris un retard de volume qu'on ne rattrapera sans doute jamais, puisque le point DE est très largement devant. Alors une internaute demande, les nouvelles extensions sont de réels concurrents pour le point FR. Quelle est votre stratégie pour promouvoir le point FR et faire face à cette menace? Alors les nouvelles extensions vont certainement rebattre les cartes. On en est convaincu, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est nous-mêmes porteurs et accompagnateurs de différents projets de nouvelles extensions. Mais on pense qu'il y a de la place pour les deux et qu'au contraire, ça va améliorer la perception et la compréhension de ce qu'est vraiment le nom de domaine. Donc, notre stratégie pour le point .fr, elle est très simple, c'est marteler le sens du terme .fr, parce que c'est ce que vont faire les autres, et déposer un point .fr, ça continuera d'avoir du sens quand on s'adresse au public français, et il y a beaucoup de raisons à la fois sociétales et économiques de le faire, donc c'est ça notre stratégie. Alors d'ici la rentrée 2014, on va avoir de nouvelles extensions comme le point Brest, enfin BZH, le point Alsace, le point Paris. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Il y a déjà beaucoup de demandes pour l'instant? On sent un vrai intérêt pour ces extensions dites géographiques. C'est communautaire pour le BZH, mais c'est un gros ancrage géographique. Vraiment une dynamique derrière. On a eu une phase pour le point Paris où on a appelé à sélectionner les 100 pionniers, donc les 100 premiers noms de domaine en point Paris. On a eu énormément de retours, des PME, des particuliers, des blogueurs, des grandes entreprises aussi. Donc c'est extrêmement encourageant. Et là, on voit, parce qu'en ce moment, il y a eu le point Berlin qui est en train de se lancer. En une semaine, il a atteint 40 000 noms de domaine. Il y a vraiment une grosse attente, parce que ça fait sens. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les noms de domaine. Se rattacher à Berlin quand on est un commerce local, c'est normal. Parce que la cible, ce n'est pas uniquement des acteurs patrimoniaux, des acteurs du loisir finalement. Il y a également un tissu commerçant qui a intérêt à... chaque fois, il y a un tissu économique. Hein, le point Paris, par exemple, effectivement, on pense tourisme. On pense luxe, où c'est les grandes entreprises, mais tourisme, c'est beaucoup plus dispersé. On pense service aux citoyens. Donc à chaque fois, ça fait des tissus d'associations ou d'habitants qui sont quand même extrêmement importants. Les premiers points Paris, du coup, on y aura accès à partir de quand à peu près? J'ai entendu début juin normalement. D'accord, début juin. Début juin, oui. Alors vous m'arrêtez si je me trompe, mais je crois que l'ICANN a donné le feu vert pour à peu près 2000 nouvelles extensions de domaine entre 2013 et 2014. C'est à peu près ça? Il y a 2000 candidats et il y aura entre 1000 et 1300 qui sortiront dans les 2 ans à venir. Et vous ne pensez pas que les internautes vont un peu se perdre finalement avec autant de... Ça va changer les repères, incontestablement. Maintenant, les grandes extensions comme le .com ou le .fr, ils vont rester dans le paysage. Et les autres, ils vont se développer principalement sur des niches. Soit des niches géographiques, comme le .paris ou le .bzh. Et donc quand on sera attaché à cette niche, ça nous paraîtra logique. Soit des niches sectorielles, il y a un point banque par exemple, ça deviendra une habitude progressivement quand on pense banque à regarder un point banque, quoi. Donc ça va changer les habitudes, mais sans doute pour le mieux, parce que ces .com ou .fr, finalement ils étaient un peu là sans qu'on les regarde, et là on rajoute un élément de sens au nom de domaine qui est ce qu'il y a après le point. Il y a des acteurs qui ne sont pas forcément ultra bienveillants par rapport à cette ouverture, notamment Google, Amazon. On a vu qu'ils ont déposé beaucoup d'extensions de demandes qui ont été pour la plupart rejetées. C'est quoi les dangers que Amazon, Google préemptent des extensions qui peuvent être des points .med, des points Amazon? Alors, je ne sais pas s'ils les préemptent pour ne rien en faire. Hein. Google... Je crois qu'ils ont quelques projets et qu'au contraire, le jour où ils vont se lancer, ça va sans doute imprimer une marque forte sur le secteur. Certains ont eu des approches très défensives sur les dépôts et c'est assez difficile aujourd'hui de savoir s'ils vont rester défensifs une fois qu'ils l'auront eu
ou si une fois qu'ils l'auront eu, ils vont observer, puis dès qu'ils verront un modèle qui marche, paf, ils vont se lancer. Donc le fait que Google ou Amazon aient déposé des centaines de dossiers chacun. Hein, sachant qu'il y a un énorme ticket d'entrée de 140 000 €, je crois, à peu près par dossier. Ça, c'est le ticket. Donc c'est quand même énorme. Ils ont fait des investissements colossaux qui ont énormément surpris d'ailleurs, hein, même les observateurs du marché. Et derrière, quand ils sont il y a des cas où Google et Amazon ont chacun un dossier pour le même nom de domaine et où ça va se finir aux enchères. Ouais. Et on ne sait pas à combien ça va sortir, mais ce n'est pas forcément cet aspect-là qui est le plus reluisant, parce qu'on parle de gros sous, et beaucoup moins, comme BZH ou Paris, de projets où on fédère des identités. C'est ça qui nous intéresse, nous, à la FNIC. Le côté gros sous, bon, désolé, mais c'est pas, ça fait ruelle vers l'or à l'américaine. Il n'y a pas une crainte que ces acteurs qui ont des moyens et colossaux verrouillent un peu le marché C'est un des risques, et il faut justement que les projets communautaires ils puissent avancer et faire leur chemin sans être pénalisés par ces aspects grands mastodontes financiers, quoi. Alors, un internaute dit les nouvelles extensions n'ont jamais marché, donc .info ou .biz par exemple. Pourquoi ces nouvelles extensions vont-elles réussir d'après vous? Alors, .info et .biz avaient tous les deux des modèles qui répliquaient le .com. Donc, ils avaient un critère de succès qui était le volume. Il fallait enregistrer plein de noms de domaine. Et effectivement, de ce point de vue-là, ils n'ont pas marché. Mais il y a un exemple qui montre que c'est possible, et c'est notamment pour les communautaires, c'est le .cat pour la Catalogne, communauté qui parle le catalan, hein, c'est pas la Catalogne en tant que territoire, qui a atteint assez rapidement maintenant, je crois qu'ils sont à 70 000 noms de domaine. C'est pas très impressionnant en volume, mais n'empêche qu'ils sont positifs. Grâce à ça, ils alimentent une fondation pour le développement du catalan à Barcelone. Ils ont atteint leurs objectifs. Donc les critères de succès ne sont pas que le volume, et plus on va avoir de diversité sur ce marché, et plus, justement, c'est la nature du projet qui va l'emporter, plus que les simples indicateurs financiers. Nous, c'est ce qu'on trouve vraiment très intéressant là-dedans. Justement, un internaute demande, la diversification des noms de domaine ne va-t-elle pas complexifier les recherches sur Internet, tout simplement? En tant que moteur de recherche, pour Google, c'est du pain béni, parce que, ou pour Bing d'ailleurs, hein, parce que ça rajoute de l'information pertinente sur le site Internet. Donc pour eux, ça va leur simplifier la classification de l'information. Et donc en termes de recherche par le biais d'un moteur, ça va simplifier. En termes de mémoire, il va falloir se souvenir de cet aspect-là, et c'est peut-être là qu'il y a un challenge pour les différentes extensions de rentrer dans la mémoire de l'utilisateur. Je rebondis un peu sur votre argument, sur votre exemple de la Catalogne, mais du coup, les extensions qui n'auront pas un aspect communautaire, identitaire, vous pensez que, elles vont marcher? Ou parce qu'effectivement, le communautaire, l'identitaire, je le vois. Si elles arrivent à mobiliser une communauté particulière. Ouais, c'est vraiment le facteur clé de succès. Voilà, en France, on a quelques extensions comme ça. Par exemple, nous, on travaille avec la Fédération bancaire française sur le point banque. Bon, si la Fédération bancaire arrive à mobiliser les banques pour faire du point banque un signe de confiance pour l'utilisateur, ça va marcher. Ouais. Et ça ne se comptera pas en nombre de noms de domaines en centaines de milliers, au contraire, mais en un certain type de sécurité et de confiance qu'on peut avoir quand on est sur un point banque. Donc ça change le modèle économique, ou en tout cas la nature de la proposition du nom de domaine, qui n'est plus simplement un nom de domaine, un site web. Alors Anthony demande pourquoi seuls les Américains ont le droit à un .gov, alors que les Français, en France, on a le droit à un .gouv.fr. C'est l'histoire. L'histoire, c'est que le réseau et le système des noms de domaine est parti des États-Unis, que les premiers, les pères de l'Internet de l'époque et du système des noms de domaine en particulier ont dit on va faire un code par pays, et puis on va faire le com, le org, le net, et puis le gov qu'on va donner au gouvernement, parce que le gouvernement nous a quand même financé nos recherches. Donc c'est une situation historique, atypique, pas forcément justifiée par autre chose que ça. Et qui pourrait changer après l'annonce par les États-Unis du fait qu'ils vont... Ça sera difficile à changer quand même. Hein. Parce que du coup, les États-Unis ont récemment annoncé qu'ils allaient un peu lâcher la bride, parce qu'ils ont un pouvoir de supervision sur l'ICANN. C'est une bonne nouvelle pour vous? Alors c'est un mouvement qui était attendu depuis longtemps. Les États-Unis ont un rôle qui est assez symbolique. C'est-à-dire qu'ils ont une sorte de rôle de surveillance de ce que fait l'ICANN sur la gestion des noms de domaine, dont ils n'ont jamais abusé d'ailleurs, hein, mais qui ne peut pas tenir dans la durée au fur et à mesure que l'Internet se propage dans tous les pays qui ne sont pas tous des alliés des États-Unis. Donc ils ont reconnu ça, ils viennent de dire qu'ils sont d'accord pour une transition de ce rôle. Ils ont confié à l'ICANN le travail d'organiser le débat là-dessus, c'est en train de démarrer.
Ça va être une grande révolution, même si du point de vue de l'utilisateur, elle n'aura aucun impact. Il ne faut pas se leurrer, on est dans le symbolique et dans le diplomatique, mais c'est une grande révolution dans les débats diplomatiques sur la gouvernance de l'Internet. Et qui est-ce qui pourrait, ou quelle instance pourrait reprendre cette gérance des États-Unis? Alors en gros, il y a deux côtés entre lesquels on verra où se met le curseur. L'ICANN elle-même dit mais moi je peux tout à fait le faire toute seule. Mais dans ce cas-là, qui contrôle l'ICANN? Et puis d'autres gouvernements disent ce que faisait le gouvernement des États-Unis, nous, ensemble de gouvernements, on pourrait le faire à leur place. Mais peut-on faire confiance à des ensembles de gouvernements pour être dans un rôle assez opérationnel quand même? Est-ce qu'on ne risque pas de politiser la gestion de l'Internet, ce qui n'est pas souhaité par une grande partie des utilisateurs? Il y a certains pays qui voient aussi comme une opportunité de prendre un peu le contrôle. On parle de la Chine, de pays un peu totalitaires qui, eux, se disent... Il y a des pays qui aimeraient bien, effectivement, avoir un peu plus d'influence là-dedans pour pouvoir en profiter, pour avoir un levier de négociation supplémentaire par rapport aux organismes privés de l'Internet. Donc ce débat est aujourd'hui ouvert, il démarre. Il a démarré il y a 2 semaines là. Je pense que pendant un an et demi, on va en entendre régulièrement parler au niveau international. Vous assistez à une grosse conférence là, fin avril justement sur la question au Brésil. Vous pensez qu'on va commencer à jeter les bases d'une transition? Cette conférence effectivement a 2 buts en fait, de poser quelques principes sur la gouvernance de l'Internet en général, pas seulement sur cette question-là, mais aussi sur des questions comme quid de la protection de nos données privées dans un monde où la surveillance va très très loin, comme l'a montré l'affaire NSA Snowden. Quid de la gestion, du développement de l'Internet dans les pays où on est encore en retard en termes de taux de pénétration. Donc il y a beaucoup de sujets. On espère que sur quelques-uns, et notamment celui-là, on pourra fixer des principes et une feuille de route claire avec des échéances pour faire progresser les choses. Et justement, l'histoire de la NSA n'a-t-elle pas accru la méfiance à l'égard de l'agence américaine? Clairement, l'histoire de la NSA, c'est le point qui a fait bouger la position américaine, parce qu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus tenir le discours de garant des libertés qu'ils avaient en général dans les réunions internationales. Et le temps qu'ils le réalisent, ils ont dit on va prendre l'initiative, on va annoncer nous-mêmes la transition, parce qu'on ne veut pas la subir. D'accord. Alors, il y avait une internaute qui demandait comment ça se passe en cas de litige sur un nom de domaine. Alors, sur les noms de domaine en .fr, pour ceux qu'on connaît, il y a un certain nombre de recours amiables qui sont possibles. On peut toujours contacter le titulaire pour essayer de régler la chose à l'amiable. Vous intervenez, vous? Nous, on fait boîte aux lettres. On aide à aiguiller la demande s'il y a besoin. Et on a aussi un système de traitement de litige qui s'appelle Cirelli, système de résolution de litige, qui est une plateforme électronique et qui permet, de déposer un dossier que nous traitons dans les 45 jours ou 2 mois pour soit demander le transfert du nom de domaine, soit demander sa suppression. Et là, on en a 5 ou 6 par semaine quand même. Ça génère pas mal de spéculations, effectivement, ce marché. Est-ce qu'en particulier, il peut légitimement poser un Vals 2022, un Rio 2014? On a le droit de... Les noms patronymiques sont protégés. Donc Vals 2022, ça fait partie des cas sur lesquels on peut être amené à se prononcer. Mais mais on ne peut pas le faire a priori, parce que si c'est déposé par le Parti socialiste, ou si c'est déposé par quelqu'un qui agit pour le compte de la personnalité en question, c'est pas forcément illégal. Mais par contre, on a eu des cas comme ça déjà. On a des jurisprudences sur des hommes politiques qui nous ont saisis pour récupérer des noms de domaine utilisant leur nom. Et sur des opportunités, sur des événements qui ne sont pas du coup forcément des... Sur des événements, ça arrive aussi. Je crois qu'on avait eu un cas autour de Marseille, capitale européenne de la culture, des choses comme ça. D'accord. Alors Cyril demande, la FNIC investit en R&D tous les ans. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de ces réalisations en France ces dernières années? Alors, c'est vrai qu'on a investi environ 10% de notre chiffre d'affaires en recherche-développement chaque année. Donc, il y en a une partie qu'on appelle du transfert, donc on fait du suivi de standardisation, on va aux réunions de standardisation et on retransfère ça en France à travers des publications, des conférences. Le 16 mai, on a la conférence de notre conseil scientifique, par exemple. Nos thématiques ensuite, sur lesquelles on travaille, on a beaucoup de thématiques autour de la résilience de l'Internet, donc la sécurité, comment faire en sorte qu'en cas d'attaque, l'Internet, l'utilisateur ne soit pas pénalisé. Il y a des attaques par déni de service, il y en a beaucoup sur Internet. En général, on ne le voit pas.
C'est parce qu'il y a des travaux très importants sur les technologies pour accroître la résilience. On a aussi des travaux sur l'Internet des objets et comment faire que, à partir d'un objet qui est une puce, on puisse retrouver de l'information sur le produit, par exemple. Donc ça, c'est des travaux qu'on conduit depuis quelques années avec les industriels concernés. Et différents travaux sur les évolutions du protocole des noms de domaine, qui sont évidemment notre cœur de métier. Je rebondis sur l'Internet des objets. Sur le mobile, on oppose web mobile et marché applicatif. Est-ce que ça vous inquiète un peu pour la pérennité du .fr, des noms de domaine, que le mobile, qui n'est pas forcément un secteur sur lequel les noms de domaine sont ultra pérennes, explose comme ça? Alors c'est vrai qu'il y a cette crainte toujours exprimée que les apps deviennent le seul moyen d'accéder à l'Internet au détriment du browser. Je pense qu'il y a clairement un effet de transfert de trafic extrêmement fort vers les apps, mais le long tail, donc ce qui reste de la longue traîne, voilà exactement, chercher le terme français, lui ça passe pas, on va pas télécharger 250 ou 2000 apps sur chaque smartphone de chaque utilisateur en France. Donc à mon avis ils vont continuer à coexister et on regarde de près tous les HTML5, responsive design, parce que c'est une façon de les réconcilier aussi, ces différentes tendances. Ouais, la FNIC suit de près toutes les problématiques mobiles du coup. En tout cas, on s'y intéresse en tant que suivi de qu'est-ce que ça veut dire pour l'usage du nom de domaine aujourd'hui et demain. Alors, un internaute demande, avec cette multitude de noms de domaine, comment se prémunir des doublons, notamment dans le domaine de la création d'entreprises? Je pense qu'il faut faire des choix, et il faudra faire des choix. Et notre conseil a toujours été de ne pas enregistrer tout et partout. Si on est un commerçant à Paris, c'est sûr qu'on aura intérêt à avoir le .Paris, on aura sans doute intérêt à avoir le .fr aussi, .com il faut voir, mais ça ne vaudra pas forcément le coup de s'enregistrer en .corsica. Voilà. Donc il faudra faire des choix et il va falloir que les prestataires, les agences de communication, mais les revendeurs de noms de domaine aussi, montent en valeur ajoutée pour être capables de faire des choix pertinents. C'est une très belle opportunité pour eux de se rapprocher de leurs clients et de leur apporter du service à plus grosse valeur ajoutée que simplement je prends votre commande sur mon site web. Donc on va voir apparaître ce type de service, y compris à l'échelle de petites entreprises. Et c'est ça qu'il faut avoir, parce que sinon c'est effectivement un labyrinthe dont on ne sortira jamais. On connaît aujourd'hui le nombre de .com et .fr qui ont été déposés concomitamment ou Non, je n'ai pas les statistiques. On peut retrouver ça, mais pour les entreprises, c'est très fréquent. Ouais. Pour les entreprises, c'est extrêmement fréquent, à partir du moment où c'est disponible, dans les deux. Pour les particuliers, c'est beaucoup moins. En général, un particulier, il en choisit un et puis il garde celui-là, quoi. Alors Sandra demande, le .fr a toujours été à la traîne par rapport aux .de et .uk. Aujourd'hui, les sociétés communiquent toujours davantage sur leur .com. Qu'a fait la FNIC depuis 10 ans pour améliorer cette situation? Alors déjà, on a ouvert, c'est-à-dire qu'on a simplifié énormément tout l'enregistrement. On a baissé les coûts aussi, parce que les coûts au départ étaient forcément plus élevés vu qu'il y avait un traitement administratif. Et d'ailleurs, on en voit les résultats. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a une dynamique qui est beaucoup plus forte que le DE. Très compétitif en termes de prix. On est à peu près 20% moins cher que le .com qui augmente en plus ses prix tous les ans, lui, alors que nous, on les descend. Donc on est plus compétitif en termes de prix, on a simplifié toutes les procédures et on essaye de faire en sorte que le .fr devienne vraiment le réflexe pour tout le monde. C'est vraiment ça notre action. Maintenant, il y a un historique qui date du début des années 2000 et le gap qui existe, on ne le comblera jamais complètement. Justement, sur la promotion, quelle est votre feuille de route pour 2014 ? On a deux principales destinataires de nommer ça, deux principaux destinataires. Les jeunes pour je dirais, les accompagner à la prise en compte du fait qu'une présence pérenne et sur des années sur Internet nécessite un identifiant comme le nom de domaine qui leur appartiennent et qui ne dépendent ni de Gmail ni de Facebook, même si ça n'empêche pas de les utiliser. Et puis les petites entreprises, très petites, voire petites. Et nous, on est vraiment dans une cible très diffusion large, parce que les grandes entreprises, elles ont compris depuis longtemps quand même maintenant. Je crois qu'elles y sont passées. Et vous allez communiquer comment du coup ? Et donc on est en train de sélectionner une agence de communication. Donc pour l'instant, je ne peux pas encore révéler les grandes orientations, mais ce sera rendu public normalement d'ici quelques semaines ou mois. Alors un internaute demande quel sera le visage de l'Internet de demain, d'après vous ?
Je pense qu'il aura changé par rapport à celui d'aujourd'hui. D'abord parce qu'il y aura 50 milliards d'objets qui eux-mêmes seront connectés à l'Internet. Donc l'Internet des objets, en tout cas c'est ce que nous on espère, se fusionnera avec l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ça va en changer complètement les usages et les applications. Bien sûr, le trafic, tout ce qu'il y a dans l'infrastructure, mais du point de vue utilisateur, ça va changer énormément de choses et ça va certainement changer nos vies, au sens où nos habitudes de vie vont être modifiées, parce que ce sont des devices dans la maison, parce que ça changera nos habitudes de consommation, de comportement dans les magasins ou à distance par rapport aux magasins. Donc ça va vraiment profondément modifier, c'est une des prochaines vagues. Et ensuite, il y a une grande question pour nous, et sur laquelle nous, on a notre vision, mais il y a encore vraiment deux scénarios, c'est est-ce que ce sera un Internet fait de blocs propriétaires appartenant à des grandes sociétés, qu'elles soient fournisseurs d'accès à Internet comme Orange ou Google, fournisseurs de services, et qu'on sera enfermé dans ces espaces propriétaires, ou est-ce qu'on restera sur un Internet assez ouvert, où on choisit ici et là les services qu'on veut avoir. Quoi, Box par exemple, qui est un peu compartiment tout ça ou... Il peut y avoir une sorte de prise de contrôle par la box, ou au contraire une prise de contrôle par l'identifiant Gmail, si je veux prendre les deux exemples. Ou alors quelque chose comme aujourd'hui où ça reste très interopérable et où l'interopérabilité reste forte, avec des standards ouverts. Nous, on est clairement pour les standards ouverts, c'est de là qu'on vient et c'est là qu'on veut voir amener l'Internet parce qu'on pense que c'est là qu'il y a le plus de potentiel pour l'innovation et pour je dirais, in fine, pour la croissance aussi d'un pays comme la France. Mais c'est vraiment les deux scénarios sur lesquels il est difficile de trancher aujourd'hui. Et l'Internet des objets, de ce point de vue-là, c'est difficile aujourd'hui de savoir s'il y a vraiment des composantes assez ouvertes et interopérables qui vont se développer ou si ça va rester dans les silos des différents industriels. Sur l'Internet des objets, justement, vous êtes, comme vous le disiez, également le garant de la protection des données personnelles. L'arrivée de l'Internet des objets pose fatalement la question de l'aspect Big Brother. Que feront les marques de toutes les données qu'elles vont collecter via ces devices? Alors, moi je suis là c'est plus personnel, je suis convaincu que l'Internet des objets ne sera freiné, mais très fort, et voire même en rencontrant un rejet social, s'il ne prend pas en amont la question de la protection des données. Et donc, ce à quoi on travaille, c'est à essayer de proposer des schémas qui permettent aux industriels de dire « nous, ce qu'on fait là avec cet objet, c'est responsable du point de vue des données personnelles ». Il y a des tas de démarches qui existent comme ça et qui sont en train d'ailleurs d'être reprises dans les discussions sur les directives, sur le règlement sur les données personnelles au niveau européen. Et on pense que c'est ça la tendance, c'est-à-dire d'avoir des sortes de déclarations de conformité à certaines pratiques de préservation de la vie privée, en amont, vendu, enfin avec un label quoi, sur l'objet connecté qu'on achète. Vous pensez que vraiment ça va être un facteur déterminant? Parce que ça fait quand même des mois, voire des années qu'on nous dit que Google, Facebook surveillent nos données, font des choses pas très nettes avec tout ça. Malgré tout, on continue à les utiliser. Il y a des réseaux sociaux qui essaient de se positionner sur ce créneau. On est ultra safe par rapport à vos données perso, mais les gens, ils sont pas prêts à payer pour... Je crois que l'exemple de Snowden montre à la fois le fait qu'on est quand même prêt à beaucoup de sacrifices là-dessus. Quand je dis ça, moi je suis conscient que le modèle de ce qui est une donnée personnelle qu'on doit protéger ou pas, il va changer aussi. Mais je pense qu'à un moment, l'utilisateur il va dire stop, parce que ça sera allé trop loin. Et il faut pas qu'on en arrive là, il faut juste qu'on ait pris les mesures, et en plus elles sont tout à fait prenables en amont. Et en plus, dernier point, pour les Européens qui ont une réglementation quand même un petit peu plus protectrice là-dessus, c'est indispensable de miser là-dessus pour se relancer dans la course industrielle. Vu qu'on a ces règles-là, il faut qu'on les impose au monde, et quoi de mieux que de simplement montrer que c'est un argument commercial, quoi. Et dans les objets, on va quand même aller très très loin dans le personnel. Ce qui est dans la chambre à coucher, ça va commencer à devenir assez sensible. Alors, beaucoup d'internautes demandent si un jour on aura un nom de domaine unique ou si au contraire ils seront tous différents. J'espère qu'on n'aura pas de nom de domaine unique, parce que l'identifiant unique, c'est vraiment Big Brother, c'est la société où, voilà, et si l'identifiant unique il disparaît, on devient quoi? Donc je pense qu'on n'en viendra pas là, mais on aura toujours l'équilibre entre peut-être un nom de domaine principal qui sera utilisé avec beaucoup d'endroits, en tout cas un identifiant principal, et puis d'autres identifiants qui nous permettent de respirer un petit peu et puis qui sont autant de garanties de secours, quoi. Si jamais il se passait quoi que ce soit. Ce serait quand même vachement dangereux l'identifiant unique.
En France, il y aura 5 extensions géolocalisées pour le moment. Vous pensez qu'il y en aura d'autres? Alors, l'ICANN a annoncé qu'elle ferait un deuxième tour, mais on ne sait pas quand. Nous, on sait qu'il y avait d'autres collectivités qui étaient sur les rangs, mais qui n'ont pas pu ou pas voulu encore. Donc, je pense qu'il y en aura quelques autres. Pas forcément toutes, ce n'est pas une règle générale. Il ne faut pas que toute ville de plus de 100 000 habitants se dise, etc. Ouais. Hein, on n'en est pas là du tout, mais je pense qu'il y en a d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui ont des... Ça a du sens quand il y a une démarche de marketing territorial, où l'Alsace, par exemple, est un très bon cas. Ils ont vraiment un marketing territorial extrêmement complet, misant sur la marque Alsace et ce qu'elle veut dire en termes de convivialité, de rigueur, etc. Et c'est là-dessus qu'ils ont misé pour dire le point Alsace est un bon complément. Ça, c'est une bonne démarche. Le faire juste pour faire comme son voisin, ce ne serait pas une bonne démarche. C'est quand même très subjectif. Moi, imaginons, je bosse pour un comité de tourisme de la Creuse qui n'est pas forcément a priori la région la plus sexy, et je me dis, voilà, j'ai envie de poser un point Creuse pour justement travailler mon identité. Si c'est dans une stratégie qu'elle a... Il ne faut pas investir que là-dessus dans ce cas-là. Il faut investir sur l'ensemble du tourisme en Creuse. Sûr, ça ce serait une déclinaison de stratégie. L'Alsace, ils ont fait une marque Alsace, ils ont fait le point Alsace, ils ont créé une agence qui regroupe ces différents moyens, avec le comité du tourisme notamment, mais aussi l'agence qui essaie de récupérer des investissements industriels en Alsace. Et ils en font un tout cohérent sur lequel ils misent pour développer le territoire. Là, ça a du sens. Mais si c'est juste, ce ne sera jamais l'outil qui va tout me résoudre mes problèmes d'attractivité d'un seul coup. Hein. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Mathieu Veil d'avoir assisté à notre émission. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. À la semaine prochaine.